Confidentiel, la France choisit-elle le vice-président du Cameroun? Un haut responsable français débarque à Yaoundé. Il ne vient pas pour le tourisme. Il ne vient pas non plus pour parler de coopération scolaire ou de développement durable. Non. Il demande audience au président de l'Assemblée nationale. Puis au président du Sénat. Deux institutions clés. Deux gardiens du temple constitutionnel camerounais. Et le lendemain matin, dans les couloirs feutrés du palais d'Etoudi, dans les salons discrets des hôtels de Yaoundé, dans les conversations à voix basse entre hommes en costume et femmes en tailleur, un seul nom circule. Paul Atanga NJ. Ministre de l'administration territoriale. Anglophone. Loyal. Et selon plusieurs sources concordantes, très apprécié à Paris. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un roman. C'est un décryptage. Une analyse rigoureuse d'un jeu d'échecs politique dont les pièces se déplacent silencieusement, mais dont les conséquences pourraient redessiner l'avenir du Cameroun pour les prochaines décennies. Restez avec nous. Jusqu'au bout. Partie 1. Contexte et fait. La Constitution, le poste fantôme, et l'homme qui murmure dans deux langues. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut d'abord remonter un peu dans le temps. Pas très loin. Juste assez pour poser le décor. Le Cameroun vit depuis plusieurs années sous la pression d'une question que beaucoup hésitent encore à formuler à voix haute, qui après Biya? Paul Biya, le président de la République, est au pouvoir depuis 1982. 43 ans. Un règne qui a traversé la guerre froide, la chute du mur de Berlin, l'essor d'Internet, et maintenant l'ère des réseaux sociaux. Un homme qui a survécu à tout. Aux tentatives de coup d'État. Aux crises économiques. Aux rébellions armées. Aux pressions internationales. Mais le temps, lui, ne négocie avec personne. Et c'est précisément cette réalité biologique, froide, implacable, universelle, qui a remis sur la table un débat constitutionnel majeur, la création du poste de vice-président de la République. Ce poste n'existe pas encore au Cameroun. Mais il est prévu. Inscrit dans les discussions constitutionnelles en cours. Et les parlementaires camerounais, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, examinent actuellement les modalités de sa création institutionnelle. Vous vous dites peut-être, mais c'est normal, chaque État a besoin d'un vice-président. Et vous auriez raison, dans un monde ordinaire. Mais le Cameroun n'est pas un pays ordinaire. Et ce poste de vice-président, dans ce contexte précis, n'est pas un poste ordinaire. Parce que dans un pays où le président n'a pas de successeur désigné, où la constitution actuelle prévoit que c'est le président du Sénat qui assure l'intérim en cas de vacance du pouvoir, créer un poste de vice-président, c'est potentiellement créer le prochain président du Cameroun. Voilà l'enjeu réel. Voilà pourquoi tout le monde retient son souffle. Et c'est là qu'entre en scène notre homme du jour. Paul Atanga NJ. Né dans la région du Nord-Ouest. Anglophone de naissance, mais parfaitement francophone par formation et par carrière. Un profil rare au Cameroun. Un homme qui parle les deux langues au sens propre comme au sens figuré. Ancien gouverneur. Ancien ministre délégué. Aujourd'hui ministre de l'administration territoriale, un des postes les plus stratégiques du gouvernement camerounais. C'est lui qui supervise les préfets, les sous-préfets, l'organisation des élections sur le terrain. C'est lui qui, en quelque sorte, tient les rênes administratives du pays. Mais ce qui le distingue vraiment de ses pairs, c'est sa position sur la crise anglophone. Dans un contexte où la question de la séparation du Cameroun anglophone agite les esprits depuis 2016, Atanga NJ a toujours été, publiquement et sans ambiguïté, un défenseur acharné de l'État unitaire. Un anglophone qui défend l'unité du Cameroun. Comprenez-vous maintenant pourquoi son profil est si précieux? Mais il y a plus. Beaucoup plus. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Partie 2. Le conflit. Paris s'invite dans le palais. Ou comment la France joue aux échecs avec les constitutions africaines. Revenons à cette visite. Ce déplacement d'un haut responsable français à Yaoundé qui a mis le feu aux poudres dans les milieux politiques camerounais. Il s'agit, selon nos informations, de Bruno Fuchs. Président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française. Un homme qui, dans l'organigramme politique de Paris, n'est pas n'importe qui. Il ne se déplace pas pour rien. Et il ne demande pas audience au président des deux chambres parlementaires d'un pays africain pour parler de la pluie et du beau temps. Sa venue à Yaoundé, selon plusieurs sources proches des cercles décisionnels camerounais, s'inscrirait dans un cadre précis, accompagné,
voire orienter, le processus de transition politique au Cameroun, en s'assurant que le futur vice-président, potentiel successeur, soit un profil favorable aux intérêts français en Afrique centrale. C'est une accusation lourde. Très lourde. Et nous vous la présentons pour ce qu'elle est, une hypothèse documentée par plusieurs sources concordantes, pas une vérité établie. La prudence journalistique l'exige. Mais la réalité politique l'impose. Parce que si cette hypothèse est vraie, elle s'inscrit dans une longue tradition. Celle qu'on appelle, sans détour, la France-Afrique. Ce système informel, parfois officiel, souvent opaque, par lequel Paris a historiquement pesé sur les décisions politiques de ses anciennes colonies africaines. Nomination de président. Soutien à des régimes. Accords pétroliers. Base militaire. La France a, pendant des décennies, joué un rôle de codécideur dans plusieurs capitales africaines. Et si ce modèle a été officiellement remis en question ces dernières années, avec les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon, certains analystes estiment que Paris cherche désormais à sécuriser ces derniers bastions. Le Cameroun en est un. Premier partenaire économique francophone en Afrique centrale. Pays stable, du moins officiellement. Allié historique. Et surtout, un pays doté de ressources naturelles considérables, d'une position géographique stratégique, et d'un régime qui a, jusqu'à présent, maintenu des relations cordiales avec l'Élysée. Perdre le Cameroun dans la sphère d'influence française serait, pour Paris, une catastrophe géopolitique. Et donc, s'assurer que le prochain homme fort de Yaoundé soit un ami de la France, c'est une priorité. Mais ce n'est pas tout. Car ce qui rend ce dossier encore plus explosif, c'est le comportement récent d'Atanga Nji lui-même. Le ministre de l'administration territoriale a effectué plusieurs voyages à Paris ces derniers mois. Des voyages dont certains n'ont pas été officiellement communiqués. Des déplacements discrets, dans une période particulièrement sensible, à quelques mois des élections présidentielles camerounaises de 2025. Et puis, il y a cet épisode qui a fait grand bruit en 2024. Un épisode que beaucoup ont remarqué, mais que peu ont osé analyser publiquement. Lors d'une déclaration publique, Atanga Nji a contredit ouvertement le Premier ministre Joseph Diongut sur la gestion de la crise anglophone. Une contradiction rare. Un écart protocolaire qui, dans un gouvernement aussi hiérarchisé que celui du Cameroun, ne passe jamais inaperçu. Pourquoi un ministre contredit-il publiquement son supérieur hiérarchique direct? Et surtout, pourquoi le fait-il impunément? La réponse à cette question vous dira beaucoup sur le rapport de force réel au sein du gouvernement camerounais. Et peut-être aussi sur les protections dont bénéficie cet homme. Mais attendez. Parce que la suite est encore plus révélatrice. Partie 3, révélation et décryptage. Ce que les couloirs ne disent pas à voix haute, mais que tout le monde sait. Après son retour de Paris, Atanga Nji a reçu une visite. Une visite officielle, cette fois. Celle de l'ambassadeur de France au Cameroun. Dans la diplomatie, les symboles ont autant d'importance que les mots. Et quand un ambassadeur se déplace pour rendre visite à un ministre, pas au chef de l'État, pas au Premier ministre, mais à un ministre sectoriel, cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que ce ministre intéresse Paris. Qu'il est dans le radar de l'Élysée. Qu'on le surveille, qu'on l'écoute, qu'on l'accompagne peut-être. Ou peut-être qu'on le prépare. Prépare à quoi? Voilà la question à 1 million de francs CFA. Selon nos sources, des sources qui ont requis l'anonymat pour des raisons évidentes de sécurité, le scénario qui se dessinerait dans les cercles les plus proches du palais d'Etoudi serait le suivant. La Constitution est amendée pour créer le poste de vice-président. Le président Biya, dans un geste de clairvoyance politique, nomme un vice-président issu de la communauté anglophone, pour envoyer un signal fort à cette partie du pays en proie à une crise sécuritaire depuis 9 ans. Ce vice-président est Paul Atanga Nji. Un homme loyal, maîtrisant les 2 langues, connaissant parfaitement l'administration territoriale, et ayant le soutien, tacite ou explicite, de Paris. C'est un scénario qui coche toutes les cases. Et c'est précisément ce qui le rend suspect. Parce qu'en politique, quand tout semble trop parfait, trop logique, trop bien huilé, c'est souvent parce que quelqu'un a passé beaucoup de temps à huiler la machine. Mais allons plus loin. Parce qu'il y a un élément de ce dossier qui mérite une attention particulière. La question anglophone. Depuis 2016, le Cameroun est déchiré par une crise dans ses 2 régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Une crise née de revendications légitimes, discrimination linguistique, marginalisation économique,
centralisation excessive et qui s'est transformé en conflit armé. Des milliers de morts. Des centaines de milliers de déplacés. Des villes fantômes. Une génération d'enfants qui n'a pas pu aller à l'école depuis des années. Dans ce contexte, nommer un vice-président anglophone serait un geste politique fort. Un signal de réconciliation. Une main tendue. Mais Atanga NG n'est pas n'importe quel anglophone. Il est celui qui, depuis son poste de ministre, a souvent été perçu par les communautés anglophones comme un représentant du pouvoir centraliste. Celui qui applique la politique de l'État unitaire avec une rigueur que certains qualifient de fermeté, et que d'autres qualifient différemment. Serait-il donc le bon messager pour la réconciliation? Ou serait-il, au contraire, le symbole d'une réconciliation cosmétique, façade derrière laquelle rien ne changerait vraiment? C'est la tension au cœur de ce dossier. Et c'est précisément ce que les architectes de ce scénario, qu'ils soient à Yaoundé ou à Paris, semblent avoir calculé. Un anglophone qui ne remet pas en question l'ordre établi. Un homme du système qui parle la langue des victimes sans partager leurs revendications. L'homme parfait pour donner l'illusion du changement sans rien changer. Mais attention. Il y a quelque chose que tous ces calculs ne peuvent pas contrôler. Le président Paul Biya. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Le vieux lion, Paris, et le pion anglophone, une fable camerounaise très contemporaine. Permettez-nous maintenant de prendre un peu de recul. Et d'appeler les choses par leur nom, avec le respect que nous devons à chaque acteur de cette pièce, et la franchise que nous devons à notre public. Parce qu'il y a quelque chose de profondément savoureux et en même temps de profondément troublant dans ce que nous observons. La France, après avoir perdu le Mali. Après avoir perdu le Burkina Faso. Après avoir perdu le Niger. Après avoir regardé, impuissante, son influence s'effondrer au Sahel comme un château de sable sous la pluie, la France se retrouve aujourd'hui à envoyer un président de commission parlementaire frapper à la porte du Parlement camerounais pour s'assurer que le prochain homme fort de Yaoundé lui sera favorable. C'est ce qu'on appelle, en termes sportifs, jouer en défense. Paris ne dicte plus. Paris négocie. Paris suggère. Paris espère. C'est un changement de posture considérable pour une puissance qui, pendant des décennies, a cru pouvoir faire et défaire les présidents africains comme on change de chemise. Et dans cette nouvelle donne, le Cameroun est devenu un terrain d'expérimentation. Un test. Si Paris réussit à placer ses pions à Yaoundé, c'est une victoire symbolique et stratégique dans une période de reflux géopolitique majeur. Si Paris échoue, c'est un nouveau signal que l'Afrique francophone est définitivement en train de redessiner ses alliances. Mais voilà ce que nos amis français semblent avoir du mal à intégrer pleinement. Paul Biya n'est pas un débutant. Cet homme gouverne le Cameroun depuis 1982. Il a vu passer des présidents français. Mitterrand. Chirac. Sarkozy. Hollande. Macron. Il les a reçus. Il a souri sur les photos officielles. Il a signé des communiqués conjoints. Et il a, à chaque fois, fait exactement ce qu'il voulait faire. Paul Biya est un sphinx. Un homme dont personne, ni à Yaoundé, ni à Paris, ni à Washington, ne connaît vraiment la pensée profonde. Un homme qui a élevé le silence au rang d'arme politique. Qui gouverne par l'absence autant que par la présence. Qui décide seul, dans la pénombre de ses convictions, et qui annonce ses décisions quand lui seul le juge opportun. Croire que Paris peut lui imposer un vice-président, c'est comme croire qu'on peut apprendre à un vieux crocodile à nager. Et pourtant, on ne peut pas non plus ignorer le poids des pressions extérieures dans les calculs d'un homme qui, à son âge et avec son bilan, pense certainement à l'héritage qu'il laissera. À la stabilité de l'après. Au jugement de l'histoire. Et dans ce cadre, si Paris lui propose un deal, nommer un vice-président que nous approuvons, et nous vous garantissons une transition douce, sans turbulence diplomatique, sans procédure judiciaire internationale, sans gel d'avoir, alors la conversation prend une toute autre dimension. Ce n'est plus de la diplomatie. C'est de la négociation de fin de règne. Et Atanga NG, dans ce scénario, ne serait pas tant le choix de la France que le prix d'un accord. Un accord entre un président qui veut partir dignement et une puissance qui veut rester influente. Parlons maintenant de l'homme lui-même. Parce qu'il serait injuste de réduire Paul Atanga NG à une simple pièce sur l'échiquier des autres. C'est un homme politique expérimenté. Un survivant du système camerounais, ce qui, en soi, est déjà une performance remarquable.
Dans un pays où les carrières peuvent s'effondrer du jour au lendemain sur un simple caprice présidentiel, tenir le même portefeuille ministériel pendant plusieurs années, c'est une forme d'excellence politique. Sa contradiction publique du Premier ministre en 2024, cet écart protocolaire que nous évoquions, révèle un homme qui a confiance en sa position. Qui sait qu'il peut se permettre certaines libertés. Et cette confiance, elle vient de quelque part. Elle vient soit d'Etoudi, soit de Paris, soit des deux. Et c'est exactement l'ambiguïté au cœur de ce dossier. Car si demain Biya annonce la création du poste de vice-président et nomme Atanga NJ, deux lectures seront possibles. La première, c'est le choix souverain et stratégique d'un président qui, mieux que quiconque, connaît son pays et a décidé, librement, que ce profil est le bon pour assurer la continuité de l'État. La deuxième, c'est le résultat d'une négociation discrète avec Paris, entérinée dans les couloirs d'un parlement visité opportunément par un responsable français. Les deux lectures peuvent être vraies simultanément. Et c'est là toute la complexité du pouvoir africain contemporain. Un pouvoir qui n'est jamais totalement libre, jamais totalement contrôlé. Qui navigue entre les injonctions extérieures et les réalités intérieures. Entre la pression des partenaires et la logique des factions internes. Entre la réelle politique internationale et les ambitions personnelles des acteurs locaux. Et pendant ce temps, le Cameroun attend. Les Camerounais attendent. Les anglophones attendent. Les francophones attendent. Les jeunes qui n'ont jamais connu d'autres présidents attendent. Les vieux qui ont vu tant de promesses non tenues attendent. Ils attendent de savoir si demain sera différent. Ou si c'est juste le même film avec de nouveaux acteurs. Conclusion. Après le rideau, il reste le peuple. Alors, récapitulons. Un responsable français de haut rang visite Yaoundé et rencontre les présidents des deux chambres du Parlement. Le nom d'Atanga NJ circule comme futur vice-président dans un contexte de révision constitutionnelle. Le ministre multiplie des voyages discrets à Paris. Il reçoit l'ambassadeur de France. Il s'est déjà distingué par une position publique qui l'aligne, sur la question anglophone, avec la vision de l'État unitaire défendue par Paris. Ce sont des faits. Des faits documentés, recoupés, vérifiables. Ce qui reste de l'ordre de l'hypothèse, et nous le disons clairement, c'est l'intention derrière ces faits. L'existence d'un accord. La réalité d'une influence française directe sur cette nomination. Ces éléments, nous ne pouvons pas les affirmer avec certitude. Nous les posons comme question. Comme piste d'analyse. Comme élément d'un débat que les Camerounais méritent d'avoir. Parce qu'au fond, c'est ça, la vraie question. Pas, la France choisit-elle le vice-président du Cameroun? Même si cette question mérite d'être posée. La vraie question, c'est, dans une démocratie qui se respecte, dans un État qui se dit souverain, qui a le droit de participer au choix des dirigeants? La réponse devrait être simple. Ce sont les citoyens. Le peuple. Vous. Nous. Mais au Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, cette réponse simple se heurte à des réalités complexes. À des systèmes politiques construits sur la verticalité du pouvoir. À des histoires coloniales qui ont laissé des cicatrices institutionnelles profondes. À des élites qui, souvent, ont appris à négocier leur survie avec des puissances extérieures plutôt qu'à construire leur légitimité auprès de leur propre peuple. Et tant que cette dynamique ne changera pas, les Atanga NJ du continent, qu'ils soient anglophones ou francophones, loyaux ou rebelles, jeunes ou vieux, seront toujours, d'une manière ou d'une autre, les pions d'un jeu dont les règles ont été écrites ailleurs. La vraie révolution camerounaise, la vraie révolution africaine, ne sera ni un coup d'État ni une élection truquée. Elle sera le jour où un peuple dira, collectivement, clairement, sans avoir besoin de la permission de Paris ni d'Etoudi. C'est nous qui choisissons. Et voilà notre choix. Ce jour-là est-il proche? Ou est-il encore très loin? C'est à vous, qui regardez cette vidéo, de répondre. Et en attendant votre réponse, dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que la France a encore réellement les moyens d'influencer les nominations politiques au Cameroun? Ou le temps de la France-Afrique est-il vraiment révolu? Likez cette vidéo si elle vous a appris quelque chose. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre les enjeux réels de la politique camerounaise. Et abonnez-vous, parce que nous, on continue à creuser. On continue à poser les questions que d'autres évitent. Construire ensemble. Informer toujours.